Bonsoir à toutes et à tous, nous Au-delà du miroir ce soir avec Claude Trax, qui est chercheur et écrivain. Il se présente lui-même comme conférencier, parcourant inlassablement la planète depuis des années pour expliquer à ceux et à celles qui veulent bien l'entendre quelles sont les conditions que l'humanité doit remplir pour éviter que les plus terribles prédictions de l'apocalypse ne se réalisent au cours de la décennie qui vient de commencer, et pour que nous puissions tous accéder à la nouvelle époque, passionné des moyens de guérison qui mélangent psychologie, spiritualité et chamanisme. Il est auteur de plusieurs ouvrages, également organisateur des rencontres Éveil et Action à Montpellier. Son site officiel est www.claudetrax.com, Traks. Vous le retrouvez aussi sur Facebook. Il a écrit Pour se libérer de la matrice, les mensonges de la Bible, la clé du miroir et sa dernière parution pour comprendre la logique du monde, y trouver notre place et faire naître notre humanité aux éditions Communicaré. Je l'ai rencontré il y a quelque temps à la terrasse d'un café. Imaginez-vous que vous n'êtes pas très loin de nous et que vous entendez la conversation, ce qui vous permettra aussi d'effacer ou de ne pas entendre tous les bruits pirates. Merci, bonne écoute à vous. Claude Trax, que j'avais interviewé il y a très longtemps sur l'antenne d'IDFM au sujet de son livre Les mensonges de la Bible, du Coran et de la Torah. Et c'est sûr qu'à l'époque, donc, c'était les mensonges de la Bible, du Coran et de la Torah, et c'était une étape très importante dans le sens de... On a beau se dire athée, je crois qu'il faut maintenant ouvrir les yeux et se dire que notre civilisation, désolé, mais elle en a peut-être plus pour 10 ans. Donc moi, je veux rester optimiste, mais je crois qu'il faut vraiment se bouger. Il faut vraiment aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, il se trouve notamment dans notre culture. Et c'est ça que très peu de gens veulent accepter. À savoir que déjà dans le livre, à l'époque, les mensonges de la Bible, du Coran et de la Torah, j'expliquais que pour les historiens officiels, le fait par exemple que Jésus-Christ n'ait pas existé, c'est un secret de polichinelle. Tous les historiens sont d'accord là-dessus. Alors, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que personne en tout cas n'est né en l'an 0 qui s'appelait Jésus-Christ. Alors la plupart des gens ils disent mais on s'en fout. Et je dis mais non, vous en foutez pas, parce que la maladie de l'Europe, excusez-moi, mais pour moi c'est qu'on se croit athée mais on est faussement athée. Et pour moi la maladie de l'Amérique, c'est qu'elle est faussement religieuse. Après attention, j'adore l'Europe, c'est pas ça, mais l'idée c'est de se guérir. On voit bien qu'il y a un problème. Ce qui est passionnant à notre époque, je trouve, c'est que maintenant là les gens, ils en ont ras-le-bol. Et c'est comme ça partout dans le monde entier. Moi je voyage beaucoup et c'est vraiment impressionnant. Je vis sur une petite île aux Canaries qui est très touristique et donc on vit dans une ancienne usine de poissons et c'est un but pour de nombreux touristes qui viennent marcher jusque là. Et donc tous les jours on discute avec des personnes qui viennent de toute l'Europe. Tout le monde nous raconte la même chose. Ça devient incroyable. On n'en peut plus, c'est plus possible. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Là, je viens de Bruxelles, tout le monde nous dit on n'en peut plus partout. Et donc, oui, c'est d'accepter qu'en fait, on vit dans une culture qui est à l'inverse de ce que devrait être une culture qui serait basée sur l'évolution, sur la diversité et sur la fertilité. Voilà ce que je crois. À l'époque, effectivement, l'idée c'était de démonter tous les mensonges historiques des religions qui créent des guerres, à savoir qu'encore une fois, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait existé dont on veut cacher l'existence, mais en tout cas il ne s'appelait pas Jésus-Christ, il n'est pas né en l'an 0. Pour la religion juive, même si je suis pas du tout antisémite et je suis pour l'existence d'Israël, l'exode des Juifs d'Égypte n'a jamais existé. C'est quelque chose de 100% sûr. Et donc c'est important parce qu'on se bat encore à cause de toutes ces fables et de toutes ces histoires. Depuis toutes ces années, maintenant il y a ce livre qui s'appelle La Clé, pour comprendre la logique du monde. Et je crois que la clé se résume juste en une phrase, qui est de comprendre notre âme vient expérimenter ici une culture qui a l'exact opposé d'une culture saine, et c'est une culture, et pourquoi est-ce qu'on vit cette expérience? Eh bien, pour bien comprendre à quel point les lois de l'amour évolutif, celles que nous avons fui en venant ici, sont justes et importantes à respecter. Et donc, d'un côté, je ne critique pas ce système, mais oui, cette culture est complètement une culture perverse. Et pour moi, en gros, mon premier livre, c'était La recherche du message des dauphins.
Et là, je dirais que moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé parce que je suis aussi prof de plongée. Et pendant des années, c'était ma passion d'aller partout dans le monde où on peut nager avec les dauphins et les baleines. Et en fait, c'est sûr que j'ai réalisé, et je ne suis pas le seul, que quand quelqu'un nage avec des dauphins et des baleines, il peut vraiment se produire quelque chose d'absolument incroyable. Quoi ? Je dirais qu'il y a une espèce de mélange énergétique avec le dauphin et la baleine et beaucoup de personnes vivent des états de conscience modifiés, tout à fait comparables à quand ils font des séances, on va dire, de rebirthing avec la respiration ou des séances chamaniques en prenant des plantes. Et beaucoup de gens décident de changer leur vie après avoir nagé avec des dauphins et des baleines. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore complètement athée, en fait, avant d'écrire ce livre. Et à force de chercher qu'est-ce qui arrive à tout ça, un jour j'ai rencontré un prof de yoga belge qui s'appelle André Van Lisbeth. Voilà, mais c'était le prof de yoga de ma maman, comme par hasard, c'est notre voisin. Et en fait, c'est lui qui m'a expliqué, mais t'inquiète pas, c'est l'énergie. C'est l'énergie des dauphins qui, voilà, s'il y a vraiment une rencontre, une communion, c'est comme toute chose, l'énergie se mélange. Et moi, ça a été le début. Voilà, ça a été le début parce que j'étais quelqu'un de athée. J'ai été élevé par des parents qui me disaient... pour qui être religieux et croyant c'était être anormal, donc j'ai été comme ça jusqu'à 25 ans, et puis voilà, c'est les dauphins qui m'ont amené à ça, et je dirais que maintenant, 15 ans après, 20 ans après, presque, ce livre, La clé du miroir, c'est un petit peu la boucle qui est bouclée, parce que si on prend l'inverse de notre culture, en tout point, eh bien on arrive à peu près au mode de vie des dauphins, c'est ça qui est très intéressant. La clé du miroir, pour comprendre la logique du monde, y trouver notre place, et faire naître notre humanité. Tu dis que les gens s'habillent du haillon, c'est écrit dans la Bible, je crois, les gens s'habillent du haillon de leurs rêves. J'adore cette phrase, ouais. Et même si j'ai écrit un livre où je critique la Bible, je trouve que c'est un livre fantastique, la Torah aussi, et le Coran, il y a des choses extraordinaires. Oui, tout à fait, moi je crois que on a tendance à montrer l'image de ce qu'on rêve être. C'est très flagrant maintenant avec les réseaux sociaux où effectivement on peut pratiquement, on a la carte de visite des personnes. Et c'est vrai qu'il fut un temps où je me suis amusé à rencontrer au début comme ça toutes les personnes que je rencontrais par Facebook. Et j'étais vraiment impressionné de réaliser qu'en général les gens mettaient un profil en fait de ce qu'ils ne sont pas. De leurs rêves. De leurs rêves. Et c'est assez juste pour finir. Et c'est vrai qu'on a le droit. Moi aussi en fait je rêve d'être un personnage que j'aspire à être, je tends vers ça, mais non, c'est vrai aussi. Mais c'est quelque chose d'important dans la vie. Parce que souvent, par exemple, moi j'ai réalisé que des gens, par exemple, trop souriants et trop gentils, moi j'ai réalisé, c'est eux qui m'ont fait les coups les plus bas dans la vie et qui tout d'un coup, quand ça tourne mal, c'est quand il y a des conflits qu'on voit jusqu'où les gens sont humains, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils sont corrects. Par contre, justement, je réalise que souvent, je commence une relation avec des personnes et il y a une petite chamaillerie ou quoi, et souvent, moi, je m'intéresse beaucoup plus aux personnes maintenant qui sont francs et tout, même s'ils ont un peu mauvais caractère, parce que les gens qui sont tout le temps trop souriants, non, ça va, je me méfie comme la peste, même si j'adore les sourires, j'adore la tendresse. Encore il y a 2 jours, là, j'ai à Bruxelles une conférence, un gars furieux qui a fait du sabotage. On n'a pas dû le virer parce qu'il est parti de lui-même. Tout ça parce qu'en gros, il était diététicien, c'est un Français qui vit en Belgique, et que voilà, il y a quelqu'un. Dans mes conférences, je laisse toujours les gens poser des questions. C'est un risque, c'est pas facile à gérer. Mais du coup, il y a des gens qui veulent garder le micro et tout, et donc il faut les arrêter. Il faut les arrêter après 1 minute ou quoi, et en général, ça se passe bien. Mais il y en a, ça se passe pas bien du tout. Et ça s'est arrivé ce soir-là. Mais c'était intéressant parce que c'était juste une affirmation de quelqu'un dans la salle qui l'a énervé et qui disait oui, c'est important ce qu'on mange, ok, mais ce qui est surtout important, c'est vivre la vie qu'on a envie de vivre, oser toucher sa colère, oser exprimer les choses, oser exprimer les émotions. Ça, on le sait depuis longtemps. Il y a le film merveilleux d'Alain René, Mon oncle d'Amérique, qui nous explique que voilà, si on observe des rats, c'est ceux qui vont fuir ou ceux qui vont se battre qui vont survivre. Ceux qui restent dans leur coin, qui ont peur, ils vont mourir. C'est très intéressant. Hier, j'ai eu affaire à une personne très gentille que justement je côtoyais de loin depuis quelques années, mais qui était tout le temps gentil. J'ai essayé quelques fois de lui parler, de dire « tu dois travailler émotionnel ». Et voilà, il a explosé pendant la conférence parce qu'il n'était pas d'accord. Mais non, tout ça, c'est... Le travail émotionnel et tout, c'est pas ce qui compte et tout. C'est juste, il faut bien manger. Si on nourrit bien, tout va bien. Bref, le sujet ne portait même pas à dispute. Oui, alors, il parlait d'être franc, donc les Français
devrait être des francs, hein, c'est ce que tu dis. Voilà, moi je crois beaucoup plus de franchise. Est-ce que les Français sont francs? En tout cas, pas dans le milieu du Nouvel Âge. En tout cas, pas dans le milieu spirituel. Moi je dirais que... C'est quoi la franchise? La franchise, c'est dire ce qu'on pense, une fois qu'on l'a bien mesuré. Pas dire n'importe quoi non plus, il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais moi, je crois que c'est la base de tout. Pour moi, s'il y avait un problème plus important que d'autres sur cette terre, c'est justement le fait qu'on canalise en fait nos émotions. C'est-à-dire, j'explique, je donne un exemple très précis. Quand tu te réveilles le matin, si tu as un conjoint ou quoi qui se réveille de mauvaise humeur, s'il vient à table et il dit « Oh désolé, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, il ne faut pas me parler. » Bon, mais ça va. Je suis bon, il est ronchon, voilà. Mais si la personne rentre dans la cuisine et tout ne dit rien et tire la gueule, eh ben, elle va infester toute la cuisine de sa colère. C'est vrai, non? Oui. Eh ben, c'est la même chose dans le monde. Et plus on refoule, plus en fait on canalise et on pollue en fait l'atmosphère. C'était très intéressant. Quand il y a eu ce clash à ma conférence il y a 2 jours, à ce moment j'ai vraiment gueulé. Je lui ai dit mais non, ça suffit, tu te tais, c'est tout, c'est fini. Parce que voilà, il coupait la parole tout le temps à tout le monde et tout. Et ben après, c'est fou parce que l'énergie s'est éclaircie. Et j'ai demandé après à toute la salle s'il y avait un malaise et tout. Non, tout le monde était content parce que ça avait... Je sais pas, c'est comme si tu entends, tu gueules un bon coup et waouh. C'est comme un orage. Exactement. Et après, tout le monde se sentait mieux. Et j'aurais demandé, ok, vous trouvez que j'ai été injuste? Je veux dire, il laissait parler personne et tout. Il était ennuyeux, enfin soit. Non, je crois que c'est très important et c'est ça que notre monde a besoin maintenant. Après, est-ce que bon, moi, la plupart de mes amis font français. Oui, dans le milieu spirituel, il n'y a aucune confrontation possible. Moi, j'ai essayé pendant 20 ans, c'est impossible. C'est-à-dire que les gens, c'est pire que les religions. On ne peut pas critiquer le monde Nouvel Âge. Alors tout le monde se tire dans les pattes, mais officiellement, personne ne dit rien sur personne. Et ça, c'est dommage parce que ça ne permet pas de débat et de confrontation. Souvent, j'interpelle d'autres personnes spirituelles en disant voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de la clé du miroir et tout? Et il y en a qui acceptent de discuter, mais c'est rarissime, c'est très rare. Alors là, tu viens de dire que quand on se réveille le matin, il est bien de dire qu'on n'est pas de bonne humeur, mais dans ton livre, on apprend qu'il faudrait au moins une nuit par semaine dormir tout seul. Je crois qu'effectivement, ça fait partie de... Donc moi, ce que je prétends, c'est que la clé pour comprendre la logique du monde, elle est simple, c'est qu'il faut inverser systématiquement notre culture dite patriarcale. Mais elle s'appelle patriarcale, mais c'est un mauvais mot déjà. Pour moi, notre culture, c'est une culture perverse. Alors, on prend n'importe quelle ordre, j'appelle du pape, du Vatican, mais ça pourrait marcher pour les autres religions aussi, mais voilà, on est quand même en terre plus chrétienne, donc je parle du Vatican. Et par exemple, effectivement, oui, en 1500, là j'ai un article du Monde qui précise la date dans mon livre, eh bien, le Vatican a obligé les couples à dormir dans le même lit, sous peine vraiment d'excommunication. Eh bien, moi, je crois vraiment que quand on dort, c'est super important de se retrouver seul, en tout cas la plupart du temps. De temps en temps, il n'y a pas de souci. La médecine chinoise nous le dit aussi, c'est super important. Pourquoi? Parce que moi, je suis persuadé que justement, quand on dort, on se reconnecte à cet autre monde, à l'autre côté du miroir. Et pour cela, si on est scotché à quelqu'un d'autre, eh ben, on va rester scotché dans cette aura et on n'arrivera pas vraiment à se reposer. On n'arrivera pas vraiment... Tandis que si on dort seul, en tout cas la plupart du temps, c'est un grand bonheur de retrouver son conjoint le lendemain. Après, je sais que pour beaucoup de gens sont accros à ça. Alors moi, je dis chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut partir du principe, en tout cas moi je pars de ce principe-là, et jusqu'ici, personne n'a réussi à me convaincre que cette théorie ne tient pas. Tout ce que nous a imposé les religions, c'est fait pour nous faire souffrir. Tout. Tu nous dis que les catholiques ils dorment dans le même lit, les protestants ils dorment dans 2 lits différents, 2 petits lits. Enfin, il y a de grandes chances que, par exemple, dans certains hôtels, tu as 2 lits T'as 2 lits, suivant plus ou moins, par exemple en Suisse, tu as 2 lits. Mais c'est sûr que pour moi, les protestants, de ce que j'en connais, c'est déjà une évolution par rapport au catholicisme. Enfin, de mon point de vue. Oui, bien sûr, c'est une ouverture très large, c'est très différent.
c'est une autre manière d'aborder la chose, et je trouve que même si ça reste basé sur les mêmes mensonges et tout, oui, il y a beaucoup plus quand même de largesse, je trouve, de liberté. Oui. Ouais, alors prendre un être dans ses bras, c'est donc c'est pas forcément conseillé comme le font les Asiatiques qui mettent du temps avant d'embrasser quelqu'un, parce qu'il y a un transfert d'énergie, c'est-à-dire que quand on prend trop les gens dans ses bras, les bisous, qu'on se fait en France, d'ailleurs on se fait en général en reculant les fesses, c'est-à-dire on fait du bout des joues, ouais. C'est pas par hasard. Alors justement, je crois aussi que tout ça fait partie de cette culture basée sur la souffrance. À savoir que, pour moi, chaque culture détient une partie des trésors et des réponses, oui, de ce qu'on appellerait la vérité. Ce que j'appellerais la vérité, c'est quoi? C'est un mode de vie qui nous apporterait beaucoup plus d'harmonie et de bonheur. Moi, c'est ça que j'appelle la vérité. C'est quelque chose de très concret. C'est comment élever les enfants, c'est comment la relation homme-femme, c'est comment se nourrir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. L'au-delà, on verra après. Et donc, c'est sûr que les Asiatiques, ils nous apportent dans notre culture la dimension énergétique. Maintenant, c'est de plus en plus accepté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans, moi, quand j'ai commencé à organiser des festivals en France, il y a encore des personnes qui perdaient la garde de leur enfant parce qu'ils faisaient du yoga. Je vous parle d'il y a 15 ans. Les choses évoluent, mais il y a encore des juges très... voilà. Mais enfin, on peut dire que le yoga, la méditation, quand même, maintenant, ça... Voilà, on peut quand même dire que ça commence à être vraiment accepté dans la culture. Par contre, ce qui est tout à fait hallucinant, effectivement, c'est que l'Occident a tendance à intégrer des concepts comme l'énergie et l'adapter à sa sauce patriarcale. À savoir, par exemple, de faire du tantra en couple marié, alors que la base du tantra t'explique que tu ne peux pas faire du tantra avec des personnes auxquelles tu es trop attaché. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce que il faut aller dedans, en fait. Il faut aller dedans. Par exemple, le chamanisme sans plantes. Il y a 10 000 chamans en France et tout, et non, les plantes, faut pas prendre de plantes et tout, alors que le mot chaman, je suis désolé, est un mot qui vient de Sibérie et qui parle exclusivement des chamans qui travaillent avec des champignons. Ça, c'est là, le chaman est un mot qui vient de Sibérie et de Russie. Mais pour revenir à l'histoire d'énergie, c'est très important. Parce que là aussi, je vous parle de votre quotidien. La plupart des gens n'en peuvent plus et tout. Et je vous dis, chers auditeurs, il faut maintenant avoir une certaine hygiène énergétique. Le monde est en train de devenir fou, c'est pas de la blague. Et la folie est contagieuse. La conscience est contagieuse, mais l'inconscience est encore plus contagieuse, parce que c'est plus facile. Et donc, il faut absolument, je dis pas qu'il faut plus embrasser personne, je dis pas qu'il faut vivre dans la peur, non. Mais en tout cas, déjà, ne pas embrasser les personnes qu'on n'a pas envie. Ça, déjà, c'est un pas. C'est super important. Et si vous faites pas ça, vous allez couler, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que une des choses que j'amène et qui effectivement que tout le milieu Nouvel Âge en France, mais alors là j'ai perdu beaucoup de personnes et beaucoup d'amis parce que c'est pas vendable, c'est de comprendre que si les Asiatiques ils ne se serrent pas la main et se font pas la bise, c'est parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec des auras qu'ils ne connaissent pas. Tout le monde met le Bouddha, le Dalai Lama et tout sur un socle, on peut jamais le critiquer, mais allez faire une bise au Dalai Lama, vous avez ces gardes du corps qui vont vous sauter dessus. C'est tout. Non, il ne veut pas vous embrasser parce qu'il ne veut pas de votre énergie. C'est pas que l'autre est mauvais. C'est que si on se mélange trop, on ne sait plus qui on est. Un peu, ça va. Chacun a trouvé sa dose. Après, un truc très très bon, pour après, quand on se balade dans une ville comme Paris, où on est aujourd'hui, c'est prendre une bonne douche froide en entrant. Ça, c'est des trucs très simples qui, tout de suite, ça évacue. Il faut accepter ça. Il faut avoir de l'hygiène énergétique sans tomber dans la parano. On est d'accord. Chacun a trouvé ses limites. Mais effectivement, là, j'en parlais avec des gens qui se disaient bouddhistes et qui faisaient 4 bises. Je dis, mais tu ne peux pas être bouddhiste et faire 4 bises. Du coup, tu n'es pas bouddhiste. Voilà. Alors, on rigolait, ça s'est bien passé. Non, par définition, non. Le bouddhisme, c'est d'abord intégrer la notion d'énergie, c'est la méditation. Et oui, je crois que c'est pour ça que les Occidentaux deviennent de plus en plus fous, parce qu'on se mélange constamment. Et après, ça finit par être sécurisant d'ailleurs de se mélanger. C'est ça le paradoxe. Moi, j'ai vécu 15 ans à Paris. Attention, j'adore. C'est un paradoxe. C'est une énergie qui est attachante en fait. C'est enivrant. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a une intensité. Ce qui compte, voilà. Mais est-ce que tu reviendrais vivre à Paris ? J'en mourrais. Oui, c'est ça. J'en mourrais.
même si je vivais dans un hôtel particulier avec un jardin, je crois. Et puis je dis ça, et puis je sais qu'on s'adapte. Quelque part, j'aime bien, mais je regarde ça comme si j'étais à Disneyland, parce que je vis effectivement dans un endroit où il n'y a même pas de voiture, il n'y a même pas de route. Donc, mais à la fois, je connais l'être humain et je sais qu'on a la faculté d'adaptation, donc je reviendrai ici. Non, je suis amoureux de Paris. Je suis amoureux de Paris comme d'un amour fougueux, peut-être un peu trop fougueux, qui nous fait peur parfois, voilà, qui nous bouffe un peu. On parle d'amour, on parle de se prendre dans les bras. En deuxième partie de cette émission, nous retrouvons Claude Trax autour de son livre La clé du miroir pour comprendre la logique du monde, y trouver notre place et faire naître notre humanité. Dans ton livre La clé du miroir pour comprendre la logique du monde, y trouver notre place et faire naître notre humanité, Claude Trax, tu parles des 7 types d'amour dans le langage grec que tu associes aux 7 types des chakras. Alors, effectivement, ça c'est vraiment une révélation extraordinaire. Et écoutez bien, parce que, bon, il faut quand même le dire, c'est quand même souvent nos histoires amoureuses qui nous prennent le plus de temps, et les histoires des enfants et tout, et il n'y a pas de mal à ça. Je crois dans le couple, c'est fantastique. Je crois vraiment que le couple est un laboratoire d'évolution et tout. Donc moi je dis vive le couple. Après je dis juste qu'il faut faire ce qu'il faut faire attention, voilà, c'est de pas tomber dans le piège de croire au prince charmant, à la princesse charmante, et se dire voilà, que chacun, notre but dans la vie c'est de trouver le grand amour qui va nous rendre heureux, parce que ça marche pas. Par contre je crois que le grand amour c'est nous notre grand amour, et si on arrive à être un minimum heureux avec nous-mêmes, et ben on rencontre quelqu'un d'autre et alors c'est fantastique. Ce que je veux dire par là, c'est que les Grecs avaient déjà très bien compris l'importance des sciences amoureuses. Et oui, je suis persuadé que le Vatican, quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas voulu tout ça parce que c'est des instruments qui libèrent, justement. Ils avaient compris qu'il y a pour eux 7 types d'amour différents. C'est assez précis, ça porte même des noms. Le storgé. Voilà, exactement. Le premier, c'est storgé. Je ne les connais pas par cœur, mais le premier, c'est storgé. Et en fait, ce qui est passionnant de comprendre, c'est qu'on peut raccorder un de ces types d'amour à chaque chakra. Et vous allez voir, ça colle parfaitement. À savoir que pour moi, les chakras, c'est aussi une manière d'évoluer. Donc, on imagine que je me mets debout. Et donc, le premier chakra que constitue d'habitude, voilà, en dessous du péroné, je ne sais pas comment on appelle. Pas du péroné, comment on appelle ça, périnée. À la base du zizi, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. La racine. Voilà, et oui, effectivement, c'est la première étape de la vie. C'est l'étape de la vie où on doit sécuriser les points essentiels, survivre, manger, se protéger, être en sécurité. Voilà, s'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas ça, on ne va pas aller faire autre chose. C'est le chakra racine. C'est le chakra racine. Et donc, pour eux, voilà, c'est l'amour storgé, c'est l'amour familial. C'est un type d'amour qui est magnifique et tout. Et alors, ensuite, il y a d'autres types d'amour, justement. Plus à plus on monte. Oui. Par exemple, en montant... Je préférais parler de ça plutôt dans la manière dont un être humain va se développer. Comme ça, je crois qu'on comprendra mieux. Donc, l'être humain, il se développe, il commence par nourrir et rassurer ses fonctions primaires. D'accord ? Survivre. Une fois qu'il a de quoi nourrir et tout, il peut commencer à s'intéresser au reste du monde. Et là, il se passe autre chose. Ça, on arrive au pathos. Voilà, exactement, le pathos. Le pathos, c'est un peu l'amour, on commence à le subliminer. C'est-à-dire l'enfant de 5-6 ans qui va tomber amoureuse de sa maîtresse ou quoi. Mais c'est très subliminal, on sublime, mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on prépare. Et puis, il y a le troisième chakra. Alors là, on ne va pas trop se discuter où se situe le chakra parce qu'il y a beaucoup de bagarres. Pornéia. Et là, on peut dire que c'est un amour
plus charnel, plus, qui est un amour souvent qui était subliminé. C'est-à-dire, pour moi, ça c'est les premiers amours. À savoir, on rêve par exemple, je sais pas moi, d'un homme qui a une moto avec une barbe, je dis des conneries, mais voilà, on en a rêvé pendant 10 ans, on a sublimé ça pendant 10 ans dans son deuxième chakra, et puis tout d'un coup, il y a un gars à moto là, on a oublié son petit rêve de petite fille, mais on tombe amoureux et on ne sait pas pourquoi. Maintenant, la plupart des psys et tout le disent, le choc amoureux, il faut bien le comprendre, et c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants, c'est très rarement de l'amour. Parfois c'est de l'amour, attention, mais on le sait tous, ça nous est tous arrivé quand même de tomber incroyablement amoureux, et puis on rencontre la personne, on se rend compte mais que ça ne nous intéresse pas du tout. C'est quelque chose d'important, parce que moi si on m'avait appris ça à 15-20 ans, moi j'aurais gagné du temps dans la vie, parce que moi je croyais que c'était le but de la vie, c'est de tomber amoureux. Et non, je crois, comme le disait Van Nisbet, non, être amoureux, c'est rarement de l'amour, c'est plutôt une maladie qui est due à des manques, et notre culture, on a plein de manques dans notre culture. Donc là, c'est le porneia qui vient aussi du mot prostituée. Voilà, parce qu'effectivement, là, on est prêt à se prostituer aussi, parce qu'on est prêt à faire beaucoup de choses pour l'autre. Et je dirais que la plupart des gens, moi, pendant la plupart de ma vie aussi, on passe notre vie entre ces trois trucs. Je sais pas pourquoi je me lève comme si j'étais en conférence, mais c'est parce que je montre du doigt. Ouais, donc, moi, je suis comme Drunvalo Melchisedec. Enfin, j'adhère à sa manière de voir les chakras. Premier chakra, donc là en dessous. Deuxième chakra en dessous du nombril. Troisième chakra au-dessus du nombril. On peut discuter pendant des siècles pour savoir qui a raison, mais je trouve que cette manière-là est plus intéressante, dans le ssens que pour moi, le deuxième chakra, c'est la naissance de la volonté. C'est le rêve de la volonté. Et le troisième chakra, c'est la mise en pratique de la volonté. Et il y a vraiment ça. Et quand tu étudies la vie amoureuse des personnes, j'ai plein d'amis psy, on en parle beaucoup de leurs patients et tout, on me dit c'est très intéressant, effectivement. Si tu vois la plupart des gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ok, ils restent dans leur base familiale, qu'elle soit amicale ou leur appart, leurs amis et tout. Bon, alors il y a des gens, ok, ils vivent l'amour exclusif, mais voilà, on est quand même d'accord qu'au moins 9 personnes sur 10, c'est un minimum, vont voir ailleurs de temps en temps. Je veux dire, c'est ce qu'on dit en tout cas. On ne pourra jamais faire des statistiques, mais en gros, voilà. Et donc, en gros, ils sont dans l'amour storgé. Ils vont commencer à subliminer. Ah tiens, moi je sublime, la boulangère, le plombier et tout. Et puis un beau jour, paf, ils vont passer à l'acte. Ils vont passer à l'acte en prenant un amant, à la limite, un coup vite dans un coin et tout. Et puis alors après, ils vont vite retourner à la base, aux petits enfants. Comme les petits enfants. Tu vois les petits enfants qui apprennent à marcher. Si on avait un près de nous, il viendrait près de nous, il se rassure et puis hop, il va faire un petit tour, il courir après les pigeons. Il se retourne, les garçons là, il revient ici, voilà. Et pour moi, c'est ça la vie. Et c'est ce que je fais aussi. Hein. Mais après, l'idée, c'est d'arriver à passer après à autre chose. À l'éros. Voilà. C'est-à-dire que là, pour moi... L'éros, c'est l'érotique quand même. Non ? Oui, il y a ça, mais de manière plus détachée. Donc je trouve qu'on en jouit plus. C'est au niveau du cœur. C'est au milieu de la poitrine, c'est quand même au niveau du chakra du cœur. Tout à fait, parce que disons que l'avantage, c'est qu'une fois qu'on arrive au 4e chakra, là effectivement, on s'est détaché de tout ça et on commence à réaliser, mais le monde est fantastique, le monde est extraordinaire, il y a plein de gens aimés partout. C'est fabuleux en fait. Et donc là, on commence vraiment à réaliser que l'amour est partout, que l'amour est en nous et que ce qui est gai surtout, c'est d'être amoureux en fait. C'est le sentiment amoureux qui est surtout agréable. Et en général, à ce moment-là, on découvre la vie et puis petit à petit, on commence à avoir des choses à dire. Et là, on arrive au chakra de la gorge, voilà. Avec Philia. Exactement. Et là, on commence à exprimer les choses où l'amour, je mets ça aussi en parallèle avec les étapes de la vie, eh ben, on commence à exprimer ses avis, et notamment, si on est dans ce monde, on commence à réaliser, quand on est à ce niveau-là, on commence à gueuler, à se dire, hey, les gars, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on détruit tout et tout et tout. Mais le problème, c'est que quand on commence à s'exprimer, là, on va être rejeté par une partie des gens. Quand on commence à se positionner. C'est normal, il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui ne vont pas adhérer. Tant que tu ne t'exprimes pas, il n'y a pas de réaction. Et là, il y a deux types. Où les gens ils vont continuer leur chemin, où ils vont avoir peur, et paf, ils vont retourner à la case départ. Ils vont retourner chez l'amour storgé, papa, maman et tout ça, et retourner là. Beaucoup de gens ils font ça parce que c'est pas évident.
Après, s'ils arrivent à aller encore plus haut... Au niveau du troisième œil, là, voilà. Sur l'amour, charis, quelqu'un de charismatique. Est-ce que c'est pas quelqu'un justement qu'on va aimer sans même savoir pourquoi? Peut-être. Parce qu'on rentre plus dans le monde de l'esprit. Ouais. Troisième œil. Qui, ok, peut-être se déshumanise un petit peu du quotidien. Et c'est pour ça que chaque étage, chaque amour a son sens en fait, et sa place. Et l'idée, c'est d'avoir un peu tous les amours. Et plus tu montes, plus en fait, tu vas avoir une vision. C'est une autre définition de l'amour. Et quand tu te retrouves au 8e chakra... On est au 7e d'abord l'agapé. Puis au niveau de la fontanelle. Et là, en fait, l'amour désintéressé. On commence à être tout à fait dans l'amour désintéressé, de réaliser que voilà, c'est beaucoup, surtout très gai d'aimer, souvent même plus que d'être aimé, même si quand il y a la réciprocité, c'est génial. Et le 8e chakra, donc toi tu rajoutes. Et alors là, pour moi, le 8e chakra, qui se trouve ici, c'est le 8e qu'on ne veut pas qu'on connaisse, justement. Pourquoi? Parce que c'est le premier chakra de notre aide de lumière, si tu veux. Là, eh ben oui, je dirais que c'est comme si on a une vision dans les nuages. Là, l'amour devient l'intérêt de la vie. C'est même plus que l'intérêt de l'humanité, ça devient vraiment l'intérêt de la vie en général, et de comprendre que non, une fois qu'on est là-haut, eh bien, et garder son amour juste pour ses proches et ses amis, ce n'est plus vraiment de l'amour une fois que tu es là-haut. Et à la fois, si tu restes trop là-haut, tu te déshumanises. C'est ça qui ne va pas non plus. Et je crois vraiment que justement l'intérêt, c'est que notre conscience voyage sur tous les chakras. Ce qu'elle fait naturellement d'ailleurs, on a tous des voyages. Mais la plupart des gens, pour aller dans le 8e chakra, il faut dormir. Mais pour moi, c'est que quand on est dans notre 8e chakra, qu'on se recharge vraiment. Et je trouve que c'est important tout ça, parce que quelque part, eh bien, les Grecs avaient compris, mais que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs amants. Voilà. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va remplir toutes ces fonctions. Alors, il y a des exceptions, ok, pas de souci. Mais la règle, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et du coup, c'est important parce que comme les gens ont ce mirage en tête qui est de dire qu'il faut rencontrer un amant qui va les combler de tout, ben ils sont déçus, ils cherchent partout et ils croient qu'ils ont raté leur vie alors qu'ils n'ont pas raté leur vie. Là, ce n'est pas vrai que le but de la vie, c'est de trouver l'amour de sa vie. Le but de sa vie, c'est de se réaliser, et les relations amoureuses peuvent aider énormément. Et pour moi, c'est tout. Il y a 2 grandes familles d'amour et c'est important que chacun fasse cette expérience, donc il n'y a pas de jugement. Il y a les familles, il y a les relations amoureuses qui sécurisent. Ça peut être important de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser parce que sinon, on reste dans les bras de papa, maman. Souvent, les relations qui sécurisent, ce sont des relations à névrose complémentaire, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de revivre ce qu'on a vécu avec papa, maman et d'aller plus loin. Ça a un certain intérêt. Si on arrive un jour à en sortir, et de passer à un amour qui est peut-être moins sécuritaire, mais qui nous pousse à évoluer, qui nous pousse dans nos recoins, qui nous pousse à nous dépasser. Et après, voilà, à chacun de choisir. Mais je crois que la plupart des gens se trompent et ils veulent tout avoir. Et alors, par exemple, tout d'un coup, ils aiment bien faire l'amour avec quelqu'un, ils disent « Oh, je l'aime ». Ah non, on aime bien faire l'amour. Non, il y a des personnes dans la vie, et moi je trouve que quand on parle aux personnes qui sont plus âgées, ils sont d'accord. Ils disent « Ben non, c'est vrai, il y a des personnes avec qui on aime bien vivre. » Et puis il y en a d'autres avec qui on a bien fait l'amour, il y en a d'autres qui on a bien discuté. Non, ça c'est la réalité. Et c'est important parce que ça change beaucoup de choses. Et je crois que si le monde aussi en est là, c'est parce que la plupart des gens passent leur temps à chercher des histoires d'amour. Alors je comprends, je suis d'accord, c'est une des choses les plus importantes à vivre dans... Je ne dis pas ça, mais maintenant, beaucoup de gens fuient dans la relation amoureuse parce qu'ils ont peur de ce qui se passe. Ils ont raison d'avoir peur, quelque part, parce que notre monde va très mal. Mais à la fois, si on rentre dans son 8e chakra et tout ça, on se rend compte que voilà, l'humanité est en train d'accoucher. Est-ce qu'elle va accoucher d'elle-même? Est-ce qu'on va y réussir ou pas? Ça dépend de chacun d'entre nous, en fait. Moi, je suis persuadé que l'humanité va continuer, même si c'est avec une poignée d'êtres. Elle accouche ou elle avorte? Elle est en train d'accoucher, mais il est possible que l'humanité sera morte-née. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup au chamanisme, dans le sens, j'insiste chamanisme avec les plantes, et plus particulièrement les champignons, c'est ce que je revendique. Je prétends que toutes les grandes religions, à l'essence, sont basées sur les initiations avec les champignons.
Je me base sur des preuves qui, selon moi, sont des scientifiques que j'écoute, mais évidemment, voilà. À savoir que dans les années 50, on a trouvé les fameux rouleaux de la mer morte. C'était quelque chose de très important parce que c'était les textes originaux qui avaient servi à faire la Bible. C'était tellement important que chaque pays a eu le droit d'envoyer un traducteur pour essayer de s'en sortir. Tous les pays, je ne sais pas comment le Vatican s'est organisé, mais tous les traducteurs étaient catholiques, sauf un qui était l'envoyé justement des protestants de la reine d'Angleterre, qui sont protestants. Ils ont envoyé un gars agnostique, pas vraiment athée, mais agnostique. Et après 2 ans de travail, lui, il est le seul à avoir remis ses travaux. Et lui, il dit qu'en fait, c'est très simple, la Bible. Les textes qui ont servi à faire la Bible ont été écrits par les Esséniens, ça, la plupart des recoupements quand même, on en arrive toujours là, qui vivaient sur le bord de la mer morte, qui vivaient en secte, c'est-à-dire complètement sectarisés, complètement fermés. Et c'était pas un mot péjoratif à l'époque. Et ils faisaient le culte des champignons. Et comme à l'époque c'était interdit et c'était la peine de mort à l'époque, pour ceux qui prenaient des champignons, et bien pour pouvoir quand même en parler sur la place publique, ils ont inventé de toutes pièces l'histoire de Jésus, de Marie, de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, la ville de Nazareth n'existe pas, elle a été créée en l'an 500 par le Vatican pour coller aux évangiles. Et en fait, ils ont inventé de toutes pièces l'histoire de Marie, de Paul et des 12 apôtres. Mais pour bien montrer que c'était une blague, ils ont caché, en fait, tous les noms des apôtres sont des noms de champignons dans une ancienne langue, l'araméen ou voilà, toutes les langues de l'époque. Et John Allegro, il a vu ça tout de suite. Les religieux, les autres traducteurs des autres pays n'ont jamais remis le résultat de leurs travaux, ou que partiellement. Ils ont toujours refusé une confrontation point par point avec John Allegro, qui bien sûr a été décrié dans le monde entier et tout ça, et qui a perdu vraiment sa carrière, sa réputation, alors que c'était... qu'est-ce qu'il a eu à gagner, ce type? Rien, tu vois, je veux dire, c'est un gars à cravate et tout, il a jamais pris de champignons, c'est un professeur d'université, tu vois, anglais. Je dis, écoutez, moi, c'est vos histoires, je vous dis ce qui est écrit, c'est tout, tu vois. Et voilà, et c'est souvent comme ça, et c'est important de citer cette histoire d'Allegro, parce qu'il faut comprendre que non, c'est pas vrai. De temps en temps, il y a des scientifiques, des historiens, des gens qui osent monter au créneau, oui, pour parler de la vérité. Alors les gens ils s'énervent quand on parle de vérité, mais face à un mensonge, on dit dis-moi la vérité. Et là on est face à des mensonges. Et c'est très important. Et donc, pour citer un autre exemple, par exemple dans les années 80, il y a le professeur Philip James qui était carrément le chef du programme alimentaire mondial, donc il travaillait pour l'ONU. Et l'ONU lui a demandé une fois pour toutes de dire quel était le niveau de sucre ajouté maximum qui était bon pour la santé. Il a sorti un rapport où il a dit mais zéro, il ne faut pas manger de sucre ajouté. Le gars il était viré. C'est impressionnant, il y a toute une émission de cache investigation là-dessus. Sur le sucre. Sur le sucre. Alors, c'est la dernière partie de ton livre. On va oui. Revenir un peu alors. Rappelle-nous un peu ce que c'est qu'une vierge en vérité. Ah, une vierge, c'est justement le concept de vierge est très 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 clair. Et en fait, c'est une vierge, c'est une femme qui est vierge de toute domination extérieure et plus précisément de domination des hommes. Et c'est quelque chose vraiment d'important parce que quand on parle de Vierge Marie à l'époque, non, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas fait l'amour. Il y a même la reine Victoria qui en Angleterre, qui avait beaucoup d'amants, on l'appelait la Vierge Noire par exemple. Et non, vous pouvez aller regarder dans le dictionnaire et tout, c'est pas une blague. Enfin non, dans le dictionnaire il n'y a pas. Mais je vous donne les références, là, c'est de nouveau des trucs qui viennent du monde des religions. Et oui, c'est des petites choses comme ça, très 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 importantes. Et que la Vierge Marie est peut-être un des êtres les plus vénérés sur la planète. Marie est le nom le plus porté déjà. Et je crois que derrière ça, les femmes sont là pour avoir tout à fait leur rôle, 100% à l'égalité des hommes. Et évidemment, c'est pour ça aussi que notre société en est là. Mais encore une fois, non, c'est une expérience. Donc moi, je ne dirais pas que les choses vont mal, mais on est en phase d'autodestruction. Et cette phase d'autodestruction, c'est nous qui la créons en fait. Et quand moi je fais des voyages chamaniques et que je vais voir dans l'inconscient collectif ce qui se passe, en fait, la plupart des gens inconsciemment
acceptent de continuer à servir ce système parce qu'ils estiment que les hommes doivent disparaître de la planète. Il y a presque une acceptation d'une troisième guerre mondiale. Voilà, c'est ça. De la planète. Pour ça, je te dis, est-ce que Voilà. c'est pas un monde qui est en train d'avorter plutôt que d'autre chose? Alors, tu parles aussi... Je te réponds juste à ça, parce que c'est important. De ce que j'ai appris pour le moment dans mes voyages chamaniques, voilà, ce qu'on nous explique, c'est ça. C'est qu'en fait, la plupart des humanités naissent mortes-nées. C'est comme les graines qu'on jette dans un potager. Si tu jettes 1000 glands dans la forêt, il va y avoir... il faudra peut-être lancer 100 000 glands pour qu'il y ait un être qui pousse et qui arrive à avoir 200 ans. Eux, ils nous disent que c'est la même chose avec les spermatozoïdes, c'est la même chose avec les graines, et c'est la même chose avec les humanités. Donc ils nous disent, ne vous inquiétez pas, normalement les humanités s'arrêtent là. Mais de temps en temps, il y en a une qui arrive à passer le cap. Et des voyages que moi je fais en visite, ils me disent que vous pourriez y arriver, vous êtes tout près. Tu vois, et c'est pour ça que ça traîne. On a presque l'impression que ça devrait être fini et que ça continue en fait, tu vois. Tiens, on est toujours là. Est-ce qu'il y a eu un niveau d'élévation de conscience depuis ces 15 dernières années? Moi, je crois pas. Je crois que c'est ça le grand mensonge du nouvel âge, où moi j'en ai fait partie aussi. C'est d'arrêter tout le temps, les gens disent mais non, on s'éveille. Tu parles du monde normal, ce qui est la norme du mal. Oui, la norme du mal et la norme du mal aussi, qui est effectivement, mais la fausse définition du mal. Troisième et dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, toujours avec Claude Trax, toujours à cette terrasse de café où depuis près d'une heure vous nous écoutez. Ton livre, La clé peut tenir en une phrase, tout est inversé. Tu parles aussi qu'il faut reconnaître une âme morte et une âme en chemin. Comment tu reconnais une âme morte ou une âme en chemin? Bon, pour moi on a tous des périodes où on peut être en chemin, où on peut être en phase d'âme morte. Mais je dirais que pour moi, une âme qui est en phase d'âme morte, c'est une âme qui ne veut plus apprendre, qui ne veut plus faire de nouvelles expériences, qui ne veut plus aller de l'avant, qui n'ose plus prendre des risques pour vivre ses rêves. Pour moi, l'évolution est une nécessité. Si je donnerais un nom à la religion que je voudrais créer, c'est la religion d'évolution. Parce que pour moi, la vie, c'est comme l'eau. Si ça s'arrête de couler, ça stagne, ça pourrit. Après 2 jours, ça pue, c'est dégueulasse, c'est imbuvable. La vie, c'est la même chose. Et que je crois, par exemple, que oui, je le dis franchement, la chose qui manque le plus à notre monde moderne, et si elle ne l'intègre pas, ce monde se détruira, c'est le chamanisme. Pourquoi ? Parce que le chamanisme et l'alliance avec les plantes nous permet, si tu veux, d'accéder à des mondes que nous ne percevons pas encore. Et du coup, il nous permet tout le temps d'aller de l'avant. Pour moi, que nous ne percevons plus. Ou que nous ne percevons plus, exactement, bravo. Le chamanisme réussi te permet ni plus ni moins que d'expérimenter l'apport de la mort. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, je vais engueuler personne, mais pour moi, c'est pas les méchants des mondes de la finance qui font le plus de mal sur Terre, c'est tous les faux chamans. Et notamment la mode de l'ayahuasca et tout, parce que ça devient une mode énorme en France. Et je vous le dis, faites gaffe, parce que c'est un piège, c'est tout. L'ayahuasca, il y a des règles très précises, elles ne sont pas respectées, et les gens qui font prendre ça en France, les chamans péruviens leur couperaient bien la gorge, parce que c'est une plante qui ne peut pas être prise en Europe, c'est tout. C'est une racine, elle doit être prise près de l'arbre. 2, même si cette raison n'était peut-être pas juste, c'est une plante qui doit être prise dans des retraites parce que nos boucliers s'en vont. Eux là-bas, ils disent que l'idéal c'est faire une retraite de 3 mois après la prise de la plante. Ils ont ramené à 1 mois pour les touristes. Après, ils l'ont ramené à 1 semaine pour les touristes parce qu'ils disent que ça rapporte trop d'argent. Il faut avant et après. En plus. Oui. Et du coup, alors ok, il y en a quelques-uns qui le font, mais ici en France et dans toute l'Europe, il faut bien comprendre, ça n'a rien d'alternatif de faire. C'est le piège actuel. C'est des dizaines de milliers de personnes dont l'âme est foutue. Alors il y en a qui s'en sortent en prenant de l'ayahuasca, l'iboga et tout ça. Moi je dis, il faut prendre des plantes uniquement dans le cadre d'un travail de guérison. C'est ça que je dis. Alors, je dis pas qu'il faut être spécialement accompagné, mais c'est fait pour ça. C'est ce que les chamans disent de toutes les traditions. Ou on le fait dans un travail de guérison, ou on ne le fait pas. Et mais attention, la découverte peut être de la guérison aussi. Mais le but, c'est d'y aller avec un but, avec une attention. Et donc, oui, c'est un piège tout à fait. Et il faut bien comprendre que l'ayahuasca, maintenant, ça marche surtout dans les endroits Afrique, Ibiza, Saint-Tropez, Los Angeles, là-bas.
tout le monde prend l'ayahuasca. Maintenant, ils mettent même des petits bracelets pour se reconnaître. Et en gros, la différence entre l'ayahuasca et les champignons, c'est très simple. L'ayahuasca est une plante racine, géniale pour s'enraciner et tout, mais ça reste la conscience d'une plante, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et si vous osez faire une cérémonie avec des champignons, eh ben vous verrez que effectivement, ça n'a rien à voir. Les champignons, ils parlent. C'est la connexion avec l'esprit. Et la psilocybine, qui est la substance active dans les champignons, elle est maintenant utilisée aux États-Unis, mais c'est l'explosion. Si tu parles anglais, tu tapes psilocybine, tu vas voir, ça y est, le monde médical c'est entiché de la psilocybine aux États-Unis. Mais en France, pour traiter des problèmes psy, non? Pas des psychiatries lourdes, mais des psychiatries légères, oui, et notamment les gens qui ont par exemple, des traumatismes de la guerre, par exemple, ou suite à des viols, pour revivre leur expérience de manière plus consciente et tout. Non. La psilocybine reconnecte les mémoires. Par exemple, on réalise maintenant que les gens qui ont pris de la cocaïne, c'est le pire de tout, on réalise. La cocaïne détruit les connexions après quelques prises. Et il n'y a rien dans la médecine officielle qui puisse guérir ces connexions. Eh ben non, on se rend compte que la psilocybine répare des connexions, et le cannabis aussi. Alors c'est pas pour ça qu'il faut fumer des pétards toute la journée, c'est pas ça la question. Mais oui, en Europe et spécialement en France, à ce niveau-là, rien n'a changé. Ce qui fait que ces deux substances sont des médicaments extrêmement, mais à utiliser comme médicament justement, c'est pas à utiliser tous les jours. En cas de douleur. Et que ici en Europe, ben c'est tout, on assassine nos grands-parents par la chimio, c'est un assassinat programmé qui rapporte des milliards, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas légaliser la psilocybine et tout, parce qu'il y a tous des grands groupes, le cannabis aussi, et si on apprenait aux jeunes comment fumer et tout ça, parce que fumer un pétard, ça peut être une expérience chamanique, eh ben on n'en serait pas là justement. Mais du coup, on laisse tout le monde faire n'importe quoi. Tu fais des stages chamaniques là-bas dans les Canaries? Et là maintenant, on se lance à en faire des stages chamaniques, exactement. Non, mais juste aux Canaries, en vérité. Juste aux Canaries, tout à fait. Où on apprend surtout aux personnes à faire des... De quoi? On apprend à s'envoler avec les Canaries. D'abord, on apprend et à nager avec les dauphins. Ouais. Il y a des dauphins. Il y a plein de dauphins, pas sur notre plage, ouais. Mais à 3 km en face, on vit comme par hasard dans l'endroit où tous les bateaux de touristes qui viennent voir les dauphins, ils viennent en face de notre plage en fait. Donc tu les vois de chez toi? On les voit de chez nous, et on peut aller sur louer un petit bateau, on peut le nager avec eux. Et donc ce qu'on offre aux personnes, c'est déjà un isolement, faire une expérience d'une semaine d'isolement total, pas de wifi, rien que ça déjà, c'est une thérapie en soi. T'as pas de connexion internet? On n'a même pas de connexion internet, on n'en a pas. Et surtout un travail émotionnel, parce que pour moi l'idée c'est d'aller toucher sa peur, d'aller toucher sa colère, parce que c'est ça qu'il faut libérer, c'est ça qui crée des cancers, c'est ça qui crée des maladies, et c'est ça qu'il faut. Une partie de nous est en colère, et il faut la laisser parler, il faut la laisser s'exprimer, parce que c'est juste d'être en colère, si on n'est pas en... Voilà. Et effectivement, non, il y a une autre... On peut dire qu'il y a deux grandes familles de types de guérison, dans le Nouvel Âge et tout ça. Il y a toutes les techniques qui marchent de tonnerre, où il ne faut pas se remettre en question. Voilà, ça c'est super, ne pas se remettre en question. Ça marche très fort. Oui, il y a des techniques énergétiques, comme le Reiki, comme le EMF, ou même comme le yoga sans travail émotionnel, qui peuvent te permettre d'être heureux artificiellement, énergétiquement. Mais ça reste le même principe que la médecine chimique, qui est de soigner un problème sans en connaître la cause. Voilà, exactement. Et la cause, il faut aller dedans. Mais ça, c'est rarissime les personnes qui le font. Nous, c'est ce qu'on fait surtout. Et maintenant, on a décidé d'assumer que pour ceux qui le sentent, après plusieurs jours de travail sur un sujet, s'ils le sentent, on peut utiliser des plantes avec eux. Mais c'est une option, je dirais. Nous, ce qu'on leur enseigne surtout, c'est une technique de guérison par le souffle qui est très simple. Les gens se couchent sur le dos, elles émettent une intention, voilà, j'ai envie de guérir telle et telle chose, j'ai envie de guérir tel et tel problème, et elles se mettent à respirer de plus en plus fort, de plus en plus fort, et rien que le fait de respirer profondément va faire que tout notre corps va mieux fonctionner, et oui, on va avoir des réponses à nos questions. C'est quelque chose de très simple et très efficace. Je suis allée sur ton site internet, oui. Donc tu proposes des stages avec des paiements assez extraordinaires, parce qu'on paye un peu en fonction de ce qu'on est. Voilà, on essaie de faire confiance aux personnes, à savoir que... Et ceux qui peuvent donner plus pourront donner plus, non, ça sera... Voilà, et jusqu'ici ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on dit aux gens, voilà, si vous voulez vraiment venir,
à vous de nous convaincre, on s'engage, on va pas vous bloquer pour l'argent, mais à la fois, nous, ça nous coûte quand même 200-300 euros que vous veniez, donc blablabla, donc on discute et tout, et l'un d'entre l'autre, on s'en sort. Voilà, on prend des petits groupes, l'idéal c'est entre 5 et 10 personnes, pour moi 5-6 personnes c'est parfait, une dizaine, une douzaine c'est chouette aussi. Et t'as pas envie de créer une communauté avec des gens qui s'installent plus ou moins à demeure, non? Non, moi mon rêve, ça serait que des gens viennent créer une communauté, pas loin de chez nous, dans cet esprit de la clé. Mais moi, je n'ai pas... J'aimerais bien qu'une communauté se crée là-dessus, mais je voudrais pas que ce soit une communauté dont Claude Trax soit le chef. Ouais, je n'ai pas cette vocation. C'est pas un gourou. Ben, ça dépend, c'est le terme péjoratif gourou. En Inde, c'est un des termes honorifiques les plus élevés. Hein, ça veut dire celui qui aime de l'ombre. Mais j'aime vivre... j'ai besoin de mon espace. J'adore les gens. Mais si je passe pas la moitié de la journée tout seul, moi je pète un plomb. Quoi. Ouais, je suis comme ça, je suis une éponge. J'aime les gens, mais à petite dose. Sinon je me perds. Je sais pas, le Human Design System que j'aime beaucoup dit que je suis une éponge et que c'est dû à ma nature. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Maintenant que je le sais, ben voilà. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'une personne comme moi qui est une éponge a plus dur à dormir avec quelqu'un. Ça c'est vrai. Parce que tout le monde n'est pas aussi éponge. Et ça a des avantages, mais ça a plein d'inconvénients. Je dois faire très attention à qui je me mélange. Très fort. Donc, Claude Trax, le dernier livre paru s'appelle La clé du miroir. La clé du miroir, c'est le titre officiel. La clé du miroir aux éditions Communicaré. Claude Trax, T-R-A-K-S. Vous le retrouvez sur Internet. Qu'est-ce que tu peux dire pour terminer l'émission? Moi, je garderai la phrase qu'on avait dit en début d'émission, les gens s'habillent du haillon de leurs rêves. Ce livre, il est fait pour qu'on s'habille avec des corps de lumière. Voilà, d'oser vivre ses rêves, c'est maintenant que ça se passe. Et si on veut de l'humanité, il suffit de suivre ses rêves. Et d'une manière ou d'une autre, on va y arriver. Je ne sais pas si ça a sa place ici, mais en fait, moi, je prépare une grosse tournée de conférences au mois d'octobre. Voilà, là, je prépare une grosse tournée, donc je fais de la pub dans les journaux et tout. Moi, je dis, c'est vrai que c'est bien Internet, je fais beaucoup de vidéos et tout. Mais venez parce que c'est la rencontre. Quand on a une rencontre énergétique, c'est tout à fait différent. Et les vidéos que tu fais, comment tu les fais si tu n'as pas de connexion? Je vais au café, je vais au village et je les télécharge en connexion. Tu vas voir, on a des dizaines d'heures de vidéos. Ça donne envie d'aller aux Canaries. Combien d'hectares? Là, nous, on loue un terrain de 3000 hectares. 3000 hectares, et, on peut se perdre. Et on peut se perdre et on vit, voilà, on n'a pas de voisins. Les premiers voisins sont à 3 km et c'est ça aussi qu'on propose. 3 km en montant sur la montagne? Oui, en plus 500 mètres de dénivelé. Donc c'est une fois et demie la Tour Eiffel chaque fois qu'on va aller faire des courses. Ouais, chaque fois je pense à la Tour Eiffel. Ouais. Mais à la fois, voilà, comme ça nous garde la pêche, ça fait beaucoup de bien, quoi. Moi, ce que je vous invite, c'est le plus important de tout, c'est de vivre vos rêves ici, maintenant. C'est maintenant que ça se passe et faut avoir la foi. Ce que je vous conseille vraiment, c'est si vous avez les moyens, essayez un peu de sortir d'Europe, ne fût-ce que quelques jours, quelques semaines, parce que comprendre qu'il y a un gros cafard ambiant, ah oui, c'est clair, l'Europe, énorme, de malades, bon en Amérique aussi, c'est un peu dans le monde entier, mais en Europe c'est très puissant et que c'est quelque chose de contagieux et qu'il faut l'accepter. On ne peut pas échapper à cette contagion émotionnelle. C'est pas possible. Il faut vivre avec, il faut le savoir. C'est pas pour ça qu'il faut quitter Paris, quitter la ville et tout. Chacun doit vivre où il sent que c'est important. Mais ne faites pas de concessions à ça. Ne faites pas, si vous ne vous sentez pas bien et tout, ayez la foi, bougez. Et si vous voulez voir quelque chose de... Et dans les campagnes françaises, c'est pas mieux? Ah, je suis sûr que c'est beaucoup mieux. Attention, moi j'adore la France. Moi je suis amoureux de la France. Moi je vivrais en France s'il n'y avait pas ce climat soi-disant anti-secte, je veux dire, qui est pour moi... c'est-à-dire toute personne qui critique le patriarcat en France est traitée de gourou et de secte. Et donc, c'est pas gai de vivre ici pour quelqu'un comme moi. Parce qu'on peut pas. On se fait rentrer dans... Il faut être normal. On se fait rentrer... faut être dans la norme du mal, on est d'accord. Voilà. Merci. Mais à la fois, merci la France, vive la France. On va être dans la norme du bien. Exactement, et on compte sur vous, parce que moi c'est le petit Belge qui vous parle, et n'oubliez pas, quoi, la France, on vous attend. Général de Gaulle, il a dit, la France est là pour éclairer le monde, quoi. Alors on est prêt. Je remercie Claude Trax
pour cet entretien. Je vous rappelle le titre du livre, La clé du miroir, aux éditions Communicaré, et vous pourrez le retrouver aussi sur son site internet claudetrac.com. Très bonne nuit à vous. Thank you.